Bonsoir à tous, bienvenue dans la feuille de match, votre émission de football et de pronostics, mais en ce moment, elle est que football, pour une simple et unique raison, c'est que bon, les grilles ne sont pas, sont pas sympathiques. Hein. Il y a des matchs de Chypre, d'Albanie, on va vous éviter tout cela. Amis parieurs, on se retrouvera bien évidemment en début d'année prochaine avec le retour de la Ligue 1. On va parler de la Coupe du Monde et il y a tellement de choses à dire de cette Coupe du Monde au Qatar avec nos invités, nos chroniqueurs en plateau, à savoir Patrice Basile. Bonsoir Patrice. Bonsoir à tous. Guillaume Michaud, Monsieur Foot. Buenas noches. Ah, en italien, s'il vous plaît. Ah, tu vas parler français dimanche. Tu parleras français dimanche. Tu vas voir, le français va vite te revenir, mon cher Guillaume. Je sais que tu es un fervent supporter de l'Argentine. Messieurs, on va revenir sur les demi-finales de cette Coupe du Monde au Qatar. Deux demi-finales qui ont livré leur verdict. Et c'est la France et l'Argentine qui se retrouveront donc en finale, alors qu'on attendait plutôt... Moi, j'étais plutôt pour un France-Croatie, mais finalement, un remake de 2018, non, finalement, l'Argentine s'est invitée au bal des grands. Bah oui, félicitations aux deux équipes parce que le parcours était assez difficile. Des matchs très très prenants, notamment ces demi-finales qu'on a suivies avec intérêt. Et puis franchement, c'est... Quand on a vu les demi-finales, c'était un peu l'affiche qu'on espérait. On aurait peut-être été un peu déçus d'avoir un Croatie-Maroc. Donc place au football et puis on aura un vrai duel de titans entre Mbappé et Messi. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça. Oui, l'Argentine, Croatie, au départ, j'étais un petit peu sceptique parce que le match était très fermé au début, première mi-temps. Et puis finalement, le penalty de Messi a un petit peu changé la donne. Ça a un petit peu bouleversé les plans des Croates, qui à ce moment-là ont commencé un petit peu à paniquer. On a senti que tout ça bouleversait un peu leurs plans. Et en fait, l'Argentine a gagné parce que d'un côté, il y a eu, je dirais, une équipe beaucoup plus qui croyait plus en la victoire, alors que la Croatie, j'ai l'impression, attendait cette séance de pénalty qui immuable, sur laquelle ils sont invincibles, on va dire. Non, les Argentins ont joué avec leurs atouts. Messi nous a fait du Messi, mais du très grand Messi. Un Messi que j'avais jamais vu encore au PSG. Et voilà, donc on se retrouve effectivement avec une finale France-Argentine, puisque la France contre le Maroc a fait ce qu'elle devait faire, contre un Maroc héroïque que j'ai trouvé extraordinaire. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ces gars-là ont mangé, hein? Bouffal, on n'a jamais vu Bouffal comme ça. Là, c'est pas le joueur de Ligue 1, là. C'est le joueur version Champions League. Voilà, là, donc c'était le Maroc, heureusement qu'on est là. Je pense qu'on a bien fait de marquer très vite. Ouais, je crois que c'était un peu le plan de Didier Deschamps. Et Regragui l'a bien compris. C'est pour ça qu'il a voulu densifier son milieu de terrain et donc changer un peu, dénaturer son jeu, puisque c'est pas leur jeu de jouer avec trois. Je crois qu'ils ont fait une grosse erreur, le Maroc, c'est qu'ils ont joué tous les matchs à 4 derrière. Bah oui. Et là, ils sont arrivés à 5 en comptant sur Romain Saïs, qui a été le pilier de l'équipe jusque-là. Mais qui était blessé. Et qui était blessé. Et en fait, c'est ça qui fait capoter tout le match parce qu'ils prennent un but. Romain Saïs, il intervient, il fait pas des interventions très propres. Il est pris de vitesse sur Giroud. Il y a une frappe que Giroud met sur le poteau parce que Romain Saïs n'arrive pas à le rattraper. Ah. Et ça lui coûte le match pour moi. Parce qu'une fois qu'il court derrière le score, ça devient très très compliqué contre la France. Et c'est la première fois que le Maroc a eu la possession sur ce match-là. Ah oui, c'est clair. Mais Saïs, c'est bien lui qui était blessé et qui a joué quand même. Oui, qui a joué quand même. Qui sort finalement après 20 minutes de jeu. Il était à 30% de ses moyens. Et en fait, on avait un Maroc beaucoup plus entreprenant après, parce qu'il y a eu Rabat, il a fait des déboulés, ils ont eu un jeu assez intéressant et ils ont même eu des occasions. Le retourné acrobatique avant la mi-temps, ça fait un peu peur. Oui, il y a eu des occasions, mais bon, j'ai envie de dire que la France, il y a le but de Giroud, enfin la balle sur le poteau de Giroud qui aurait dû faire mouche. Oui. Et puis l'occasion qu'il rate aussi. L'occasion qu'il rate. Et puis sincèrement, pendant les 20 premières minutes, on a senti quand même une équipe très 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 frileuse côté marocain. Je ne sais pas si vous avez vu le même sentiment que moi, mais et puis même j'ai dénoté une différence nette de niveau entre le Maroc qu'on avait l'habitude de voir et le Maroc de la France. Il n'empêche quand même que la France, tout d'un coup, s'est mis à reculer. Oui, parce que la France a essayé d'installer un faux rythme et puis en même temps de ne pas jouer contre nature. Et ça ne nous réussit pas de jouer contre nature. Moi, je trouve que la France a eu des individualités qui l'ont un peu sauvé. Konaté, je ne l'attendais pas à ce niveau-là. Il fait un match extraordinaire. Il sauve un ballon devant un joueur marocain. Sinon, il y a but, il n'a plus qu'à la rentrée.
Lloris, il sort quelques arrêts. Et alors, on va parler de celui dont on ne parle pas, c'est Griezmann. Ah oui, non, Griezmann, depuis le début de la Coupe du Monde. C'est monsieur plus. C'est un monstre. Le gars, c'est le patron. C'est le gars qui fait l'appel, qui va donner les passes décisives. C'est le gars qui vient redéfendre quand les autres font pas des efforts. Il est tout le temps bien placé, tout le temps entre les espaces. Et là, il joue défenseur, il joue latéral, il joue défenseur central, latéral, milieu de terrain. Il est partout, Griezmann. Et c'est pour moi, voilà un mec qui s'est bonifié et qui aujourd'hui se révèle à la face du monde. Puisqu'on connaît Griezmann, on connaît ses qualités. Mais aujourd'hui, c'est quand même un monstre athlétique. Et puis, c'est un changement de rôle aussi. Hein. Ouais. Ça me fait penser à Matuidi, à 4 ans, qui s'est retrouvé sur le côté gauche à défendre, à faire des attaques de temps en temps. Voilà, Griezmann, son nouveau rôle, organisateur, défenseur au milieu de terrain. Donc, félicitations à lui. J'espère qu'il sortira une belle prestation pour le prochain match parce que il le mérite. De toute façon, Griezmann, c'est un peu une sorte de mélange de Matuidi, de N'Golo Kanté, de Pogba. Enfin, voilà, il nous a fait une sorte de cocktail mélange. C'est lui qui éclaire le jeu de l'équipe de France. Ah, c'est clair. Oui, c'est lui qui éclaire le jeu. Mais si vous regardez qui va là, c'est Maître Pascal Bon qui fait une entrée remarquable d'ailleurs dans ce studio. Bonsoir Pascal. Il s'est pas encore remis de la qualification. Ah oui, mais bon, ouais, je suis un peu comme j'arrive, mais je sais que je connais un petit peu ce qui se passe dans le cœur de mon ami de gauche, à moitié Albi Céleste et à moitié français. Et je serai un peu comme lui dimanche parce que j'ai envie quand même de voir Messi, on va dire, supplanter Maradona quelque part dans les cœurs des Argentins et du monde. Et en même temps, c'est vrai qu'une étoile supplémentaire de l'équipe de France, pour moi aussi, ça consacre aussi la patte des champs qui, jusqu'à présent, malgré les détracteurs, il y a cette patte. Ouais. Il y a cette manière de pouvoir, alors, je ne sais pas si vous avez déjà parlé de ça, mais c'est vrai que de pouvoir à la fois mettre des joueurs à profil très particulier. Des générations, mais aussi qui peuvent en même temps se connaître et avoir une complicité. Voilà, là on a vu Tchouaméni et Fofana qui ont joué à Monaco. Même s'il était sous le banc, mais quand il est rentré, il sait que par zone, les gars se connaissent quoi. Les gars se connaissent, donc c'est pas comme s'ils rentraient avec des incertitudes sur le jeu. Et c'est vrai que la partie redoutable pour l'équipe de France, c'est de pouvoir s'adapter avec ce style de profil de joueurs qu'ils ont un petit peu, même en n'ayant pas de banc. Oui, c'est ça. Et puis, vous l'avez dit, je reviens là-dessus, Griezmann, c'est une espèce de 4-6. Un 4-6 et puis de temps en temps un petit 10, sympa. Mais, de toute façon, les amis, je pense qu'il faut quand même se dire que voilà une 4e finale pour la France en 7 éditions. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est ça. C'était le prochain point que j'allais aborder avec vous, messieurs. Mais on va se le garder pour la deuxième partie de l'émission. Voilà, okay. On va quand même se focaliser sur les deux demi-finalistes, les deux demi-finales, pardon. L'Argentine qui gagne la Croatie. Pour vous, Pascal, c'était une surprise ou c'était dans la logique des choses? Alors, c'était la logique des choses, mais pas avec cette ampleur. Moi, j'ai été déçu. Je pense que certains ont été déçus par ce qu'a pu proposer la Croatie dans cette demi-finale. Mais je pense que même s'ils savent faire couper le ballon, ils ont fait beaucoup d'efforts dans cette Coupe du Monde. Et peut-être qu'ils ont eu, comme certains, on connaît quand on fait le vélo, on dit un coup de pompe. On a senti que physiquement parlant, ils n'étaient pas dedans. Et au contraire, on a vu des Albis Célestes, mais étonnamment, on a dit des Japonais. Non, mais c'était des morts de faim. Des morts de faim, et puis on craignait pour Messi, pour sa forme, mais moi ça va, et toujours utile. Toujours la même pilule qui marche, je sais pas, il va me dire après la Coupe du Monde, mais franchement, voilà. Et en quart, parce que mais il y a les quarts aussi qui ont eu le 8, c'était magnifique aussi de voir Messi dans cette forme-là. Mais j'ai envie de revoir les Croates dans cette petite finale. Non, mais les Croates. Face au Maroc, qu'est-ce que ça va donner? Parce que ça a encore une opposition particulière avec encore une équipe bien resserrée, le Maroc. Et avec le jeu léché technique des Croates, ça peut faire ça peut faire une belle opposition. Sauf que le Maroc, ils ont dit qu'ils allaient faire jouer les remplaçants, donc ils vont forcément mettre l'équipe B, parce que les autres sont cuits, sont HM. Et c'est vrai que, je reviens sur ce que tu disais, Pascal, la Croatie sortait de 2 prolongations avec penalty, 4 ans après la Coupe du Monde de 2018. Donc avec une équipe beaucoup plus vieille. Et on se souvient que la finale contre la France, on avait tous dit, les mecs seront cramés avec 3 prolongations avec penalty. Et là, il a suffi de 2 pour qu'ils soient effectivement
plus du tout dans les mêmes conditions. Et en fait, le premier but de Messi sur penalty leur casse encore plus les jambes. Je crois que c'est ça qui a tué le match, en fait. Après, ça n'enlève pas la performance de... Voilà. Ah oui, des Argentins. Messieurs, souvenons-nous du début de la Coupe du Monde de l'Argentine qui était au bord de la disqualification. Et aujourd'hui, on a une équipe qui est montée en puissance en tout cas. Le basculement, c'est en fait le match contre le Mexique parce que jusqu'au but de Messi, en fait, l'Argentine est quasiment éliminée. C'est ça. Et il marque le but et là, ça libère un peu tous les joueurs. Et en fait, il y a une sorte de montée en puissance. Donc bravo de Lionel, parce qu'il y a Lionel Messi en mode Copa América, le gars qui s'énerve, qui hausse le ton, qui traite les autres d'idiots, mais voilà, qui montre l'exemple à ses coéquipiers. Et puis l'autre, Lionel Scaloni, qui sait s'adapter à son adversaire. Il a joué en 4-4-2 contre la Croatie. Le tour d'avant contre les Pays-Bas, il commence à partir avec 5 défenseurs pour bloquer les côtés. Et les matchs d'avant, il est en 4-3-3. Donc il va pouvoir s'adapter à toutes les configurations pour lui proposer des chambres. On s'attend à la même configuration côté bleu. Hein. Il va ressortir les 4 derrière, les 2 milieux et puis le quatuor offensif. Donc c'est que là, je pense qu'il a un petit avantage tactique parce qu'il y a quand même plus de possibilités côté argentin. Moi, je trouve pas mal de similitudes. Je déflore déjà peut-être la finale entre les deux équipes. Dans l'état d'esprit, dans le profil des joueurs. Parce que si on veut jouer à ça, Guigui, on va jouer aussi avec la famille Martinez. Hein, du côté du gardien, c'est du costaud. Emiliano, Lisandro Martinez, ça va. Et Lorato, c'est lui qui met ce tir au but alors qu'il est sur le banc, il démarre sur le banc. Et puis on sent qu'il a la même rage. On a l'impression qu'il était titulaire. La manière dont il joue ce tir au but, on a l'impression qu'il était titulaire sur le terrain. Il n'y a pas de problématique. En tout cas, j'ai l'impression que là aussi, dans le groupe, je pense qu'on a affaire aussi à deux groupes, la France et l'Argentine, qui vivent bien. Peut-être que les dissensions au détour des victoires, des succès, de la manière dont les coachs jouent crânement, donc les places des titulaires et puis les remplaçants, on sent qu'il y a ces deux groupes qui vivent bien. Il n'y a qu'à voir la proclamation des buts contre la Croatie, c'était quand même pas... l'individualisme exacerbé, on était vraiment sur du collectif, une force. Et puis, j'ai envie de dire encore, excusez-moi, mais j'ai envie de le dire parce que lui aussi, suivant tout, c'est M. De Paul. M. De Paul, le petit d'Atlético de Madrid, moi, il m'impressionne. Si vous parlez de milieu de terrain dans cette Coupe du Monde, c'est De Paul. Avec celui du Maroc. Question. Amrabat. Très bien. Justement, pour revenir sur le Maroc, est-ce que les Marocains ont atteint le plafond de verre, messieurs, selon vous ? Non, je pense que les Marocains ont vraiment fait un match comme on ne pensait pas qu'ils allaient le faire. Et au contraire, je pense que pour moi, le Maroc, c'est un peu comme la France de 82. C'est un peu comme la France de 82. C'est-à-dire que c'est une génération qui arrive avec d'énormes qualités, qui a su travailler. Et grâce aux joueurs qui sont à l'étranger, qui a su apporter à cette équipe une homogénéité et une ferveur. Et c'est vrai que je pense que le Maroc est destiné à un futur très très ambitieux. Et je suis persuadé qu'ils auront à un moment donné leur chance pour peut-être faire une finale aussi à un moment donné, parce qu'ils ont, on l'a vu, des joueurs de talent extraordinaires contre nous. Est-ce que le fait que la Coupe du Monde justement ait lieu au Qatar en cette période de l'année avec 2 semaines de préparation, est-ce que ça n'a pas un peu, selon vous, messieurs, enfin donnez-moi votre avis, mais rebattu un peu les cartes, bon voilà, un peu nivellement des équipes physiquement, parce que ça s'est joué aussi à ça, parce que bon, on va pas... demain, vous n'allez pas me dire que le Maroc va gagner la Coupe du Monde. On n'aurait pas parlé dessus en début de compétition en tout cas, parce qu'ils avaient un entraîneur qui venait d'arriver depuis seulement 3 mois. Ils avaient fait des prestations intéressantes à la CAN, mais ils ne l'avaient pas gagné non plus. Donc c'est pas la première équipe, même parmi les équipes africaines, qu'on en aurait mis premier dans la liste pour accéder en demi-finale, voire en finale. Donc ça reste un sacré exploit selon moi et qui ne sera pas forcément facilement réitérable. Moi je reste sur 2 éléments. Je pense vraiment que le Maroc n'a pas joué cette demi-finale comme l'aurait fait, je veux dire, entre guillemets, une équipe ultra défensive sans proposition de jeu. Parce que le scénario du match n'a pas influencé. Je retiens quand même une deuxième mi-temps, ils ont tenté, ils ont manqué en finition, mais
ils ont pas paniqué, je trouve qu'ils ont développé du jeu. La France a reculé, messieurs, pendant près de 30-35 minutes en deuxième mi-temps. Ils n'étaient pas bien. Ils étaient pas bien. Et si, effectivement, je dirais oui, mais si Bouffal ou celui qui était sous la gauche là. Oui, mais si Giroud avait mis le premier but, si Giroud met le deuxième but, Pascal Bon, il y a. Non, je veux dire par là que le Maroc n'a pas été, on va dire, comme la Croatie, vraiment décevante. Le Maroc a vraiment joué. Je ne dis pas qu'il y a un palier supplémentaire, je ne sais pas. Parce que c'est vrai que c'est intéressant, mais je ne sais pas s'ils vont passer. Il me fait penser un peu à l'Espagne en fait dans le jeu. Ils ont beaucoup une possession, non? Et c'est vrai qu'il manquait cette finition. Sur ce match-là uniquement. Voilà, sur ce match-là uniquement, mais en tout cas sur ce match-là. Mais pour répondre à votre question, Ronnie, oui, moi je crois à la vertu du nivellement par le jeu de cette période de Coupe du Monde, parce qu'on sent bien, moi je me rappelle encore, on en a parlé, le Japon, les équipes, on va classer un peu plus moyennes, avec un groupe sur lequel ils ont pu travailler beaucoup plus en amont que les équipes qui avaient des joueurs majeurs en Ligue des Champions. Exactement. Ou dans les grands clubs de la Première Ligue. C'est vrai que ça a joué et ça a permis effectivement d'avoir... Moi je trouve que, par contre, je trouve qu'il y aurait eu de meilleurs cas, que c'était plus, en tout cas les matchs étaient plus fous, plus débridés, les Pays-Bas... Argentine était magnifique, et puis même de l'autre côté, Brésil qui se croyait déjà, et puis la Croatie qui revient tranquillement. C'était beau, il y a beaucoup de panache en quart. En demi, c'était la logique un peu plus respectée. On a senti quand même que, voilà, on n'est pas étonné quand même que l'Argentine et la France s'en sortent face au Maroc et à la Croatie. On est d'accord. Oui, alors que le Brésil sortit comme ça, alors que le Brésil a développé un premier mi-temps extraordinaire, sur tout le match, on pourrait penser que le Brésil méritait la qualification. Hein. Tout à fait. Messieurs, voilà qui met un terme à cette première partie d'émission. On revient dans quelques instants, on marque une pause et on va parler de la finale de cette Coupe du Monde. Projection sur la finale, les scénarios possibles et imaginables entre la France et l'Argentine. Le rendez-vous, ne l'oubliez pas, c'est le dimanche à 11h pour nous en heure locale. Et puis on parlera également des pronostics de ces messieurs qui sont autour de la table concernant le match France-Angleterre. À tout de suite. Retour sur le plateau de la feuille de match. Et messieurs, tant pis pour les perdants, tant pis pour les Croates et les Marocains. Ben, ils vont se disputer la petite finale samedi à 11h également. Nous, on va se consacrer à la grande finale qui aura lieu dimanche à 11h entre la France et l'Argentine. Mais avant cela, j'aimerais revenir avec vous, messieurs, sur vos pronos concernant le match France-Angleterre. 1-3. C'est pour monsieur Patrice Basile, c'est ça? Ah, j'étais pas loin. Hein. Pas loin, pas loin. Pas mal. France 1, Angleterre 0. Ça, c'était Flavio. Salutations Flavio. Voilà, Flavio. Et puis France 1, Angleterre 0. Guillaume, voilà, c'était... Ok, messieurs. Donc, ce qui est bien, c'est que vous voyez à chaque fois la France gagner. Voilà. Continuez comme ça, et pourvu que ça dure. Ça, c'est vrai. Voilà. Messieurs, cette finale, tout petit tour d'horizon, la France qui va affronter l'Argentine. Après, que je me replonge un peu dans mes souvenirs. 2018 en Russie, on a affronté les Argentins. On les a battus 4-1. Je n'ai pas tout l'historique. 4-3, pardon, 4-3. 4-3. Ensuite, on a eu quoi comme confrontation entre ces deux nations? C'était en 78, hein, ouais, donc 2-1 perdu pour la France. Bon. Il y avait eu en 2006 un match au Vélodrome qui c'était la première de Maradona en tant que sélectionneur. D'ailleurs, je me rappelle que de la main de notre confrère David Astorga sur les épaules de monsieur Maradona, il lui avait gentiment enlevé la main. Ouais, voilà. Depuis, il n'est plus. Il y avait déjà Messi aussi à l'époque. Il y avait déjà Messi, effectivement, il y avait déjà Messi. Bon, messieurs, cette finale, Pascal Bon. Alors cette finale... Lâchez-vous, hein. Non, moi je crois à l'Argentine. Moi je crois à l'Argentine pour la beauté du foot, pour tout ce qui s'est passé aussi à contre-courant pour Messi dans tout son début de carrière, du milieu de carrière internationale. Il y a eu la Copa América. Bon,
voilà, il est au sommet de son art. Il est au sommet de son art depuis aussi le début du championnat aussi. De Ligue 1 aussi, on le voit tous les samedis et dimanches. Donc, avec une équipe autour, moi, je vois bien l'Argentine. Alors, ça sera, bien évidemment, ce ne sera pas un match, pour moi, très, très, très débridé. Ce sera très, 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 très serré, bien sûr, puisque bon, il y a tout ce qu'il faut en face aussi du côté. Mais voilà, pour moi, les deux enjeux, je vais le dire très maintenant, mais après, si on veut détailler, mais je vais quand même dire déjà, pour moi, les deux enjeux, c'est les deux centraux un peu lourds, côté argentin. Et en contrepartie, de l'autre côté, les deux latéraux que pouvons faire Koundé et Hernandez face aux deux flèches sur les côtés aussi. Et puis en centraux, face à Alvarez, quand Messi est passé, ça va être compliqué. Et Hernandez et Alvarez, c'est très, très, très technique. Moi, je regarde encore leur parcours. Très, très, très. Quand la balle est au pied, c'est pas contrôle, je veux dire, vraiment d'attaquant moyen. On est dans le haut de gamme. Donc, que le meilleur gagne, mais pour l'histoire, c'est vrai qu'il y aura une étoile qui va, en tout cas pour chacune, une étoile qui va venir s'ajouter aux deux premières. Oui, parce que les deux équipes ont 2 étoiles chacune, donc deux titres. Donc cette équipe de France, évidemment, moi je la vois favorite, pour plein de raisons. D'abord parce que l'équipe de France a moins de pression que l'Argentine. L'Argentine doit gagner absolument cette Coupe du Monde déjà pour Messi, alors que l'équipe de France a déjà gagné. En plus, il y a ce mélange que je trouve de plus en plus intéressant de plusieurs générations, de 2 générations, hein, avec les jeunes qui, effectivement, seuls avaient montré un peu leur fébrilité contre la Tunisie, mais qui, encadrés par les cadres, et quels cadres, hein, les Griezmann, les Mbappé et compagnie. Donc là, je retrouve un peu ce qui s'est passé en 98. Hein, avec les jeunes Thierry Henry, Trezeguet, qui étaient épaulés par les Laurent Blanc, les de Sailly et compagnie, et les Deschamps. Et j'ai l'impression qu'on a à peu près la même homogénéité aujourd'hui. Et c'est sur ça, je pense que la France va remporter ce match parce qu'ils ont un équilibre et une vivacité que les Argentins n'ont pas. Et c'est pour ça que je dis que la France est favorite sur ce match. Moi, je pense que l'une des clés du match, ça va être le côté gauche de la France avec Mbappé et Théo Hernandez, parce qu'on s'est rendu compte pendant le match du Maroc que malheureusement Mbappé, défensivement, ça le fait pas. Et que c'est quand Thuram est rentré sur le terrain que Théo Hernandez a pu être un peu soulagé en fait. Donc est-ce que Messi, qui est lui du côté droit de l'Argentine, va pas peut-être profiter que le fait qu'Mbappé ne revienne pas toujours. Donc ça peut être une clé du match. Pascal a passé des 2 défenseurs centraux argentins. C'est vrai que c'est un peu lourd. Ça va aller au combat face à Giroud. Ils font beaucoup de fautes, moi, je trouve, côté argentin, que ce soit au milieu ou en défense centrale. Donc attention à l'arbitrage aussi, pas prendre de rouge. Ça va être une des clés du match aussi. Et si le match se prolonge, je pense que l'Argentine a un petit avantage qu'on voit le gardien de l'Argentine. Il est très très fort sur des séances de pénalty à la Copa América. Il avait fait complètement déjouer les tireurs colombiens qui ne savaient plus où tirer parce qu'il joue un petit jeu, il donne le ballon, il fait semblant de ne pas vous le donner, il le redonne. Enfin, il joue un peu avec l'esprit de ses adversaires. Et là, je pense que là-dessus, il est capable de faire mal aux joueurs français. Donc, ça restera un match serré. Comme beaucoup de finales, il y a des chances que ça se finisse sur le premier qui marque 1-0. C'est le score le plus courant en général pour ce type d'événement. On a montré quand même en 2018 qu'on pouvait gagner une finale avec 4 buts. Ah oui, ça c'est... Donc, je pense qu'il n'y a pas... Bon, je pense que c'est encore possible, messieurs. Je vois qu'il y a des Argentins autour de la table, c'est bien. Les amoureux du foot. Oui, mais je pense sincèrement que... Moi, je suis pas séduit par le jeu de l'Argentine. Après, voilà. Non, mais il y a Messi, mais après... Non, j'ai pas dit le beau jeu, j'ai l'amour du foot. Mais l'amour du foot, il faut qu'il aille chercher son trophée. On va pas lui le donner non plus. Hein. Voilà, c'est ça. On va pas le lui offrir quand même à Messi. C'est ça que quand on dit l'Argentine a la pression... C'est dans le bon sens et le mauvais sens. Ouais, ben Messi a la pression. Il va arriver là, tranquille, un peu comme abattu, comme l'a fait. Quand tu vois les matchs d'avant, ils vont pas arriver comme ça. Les gars, ils sont en mode mission. Ils vont arriver en mode mission, quoi, c'est ça. Alors, là, je rejoins Guillaume, c'est bien évidemment, il y aura vraiment un enjeu sur les 30-35 premières minutes. On verra, voilà, si en fonction du comportement et peut-être du premier but encaissé ou du premier but mis à l'adversaire. Voilà. Effectivement, moi je suis d'accord. Ce côté-là, je suis d'accord avec Ronnie. Si la France marque très tôt,
Elle va pas se contenter de là, elle va encore faire un 3-1 ou un 2-1. Parce que forcément, la continuité va courir avec le ballon pour poser du jeu et puis se découvrir. Donc, oui, si la France marque très tôt, on aura un score un peu plus comme la Croatie avec un 3-1 ou un 2-1. En fait, ça dépend bien évidemment de la forme de chacun. Si on regarde notre Griezmann au niveau où il est actuellement, si on retrouve un Rabiot, le Rabiot des débuts de la Coupe du Monde, si on a un Mbappé qui, là pour le coup, en finale, va vraiment sortir les tripes, on va dire, parce que jusqu'à présent, c'est vrai j'avais l'impression qu'il s'économisait un peu, qu'il attendait la finale, tout simplement. C'était un peu l'impression que j'avais, même s'il a fait quelques belles actions. C'est lui qui amène le deuxième but contre le Maroc, on est d'accord. Donc, si on a tous ces joueurs-là au top de leur forme, en principe, on devrait leur faire mal. Et sur un plan anti-Messi, à ton avis? Non, je pense que Deschamps, c'est pas le genre à mettre des plans anti quoi que ce soit. Il y aura peut-être un plan anti-Griezmann, hein, par contre. Ah, peut-être, ouais. Surtout je pense Mbappé. que Paredes, c'est un peu aussi Karius d'équipe argentine. Je pense qu'il va vite dégoupiller face à un mec comme... parce qu'il dégoupille bien aussi. C'est ça le problème. Non, alors surtout, je fais confiance à l'intelligence de Deschamps. Oui, tactiquement. Parce que tactiquement, il est vraiment fort. Et surtout, il impulse à ses joueurs une grinta que les Argentins... Moi, je pense que les Argentins vont avoir un peu peur au début. Peut-être qu'après, ça va changer, mais ils vont avoir un peu peur parce qu'ils ont une pression, comme je disais tout à l'heure, et que les Français vont en profiter. Moi, je vois un match un peu à la Brésil-France 98 parce que je vois une France sereine. Je vois une France qui n'a peur de rien parce qu'ils ont passé tellement de handicaps. Rappelez-vous, au début, on ne voyait même pas la France passer les poules. Tellement on a eu de blessés, etc. Comment cette équipe-là a pu arriver en finale? C'est qu'il y a quelque chose. Et cette solidité affichée, cette solidarité affichée, ça crée forcément des liens. Après, bon, on ne va pas être non plus cocorico toute la soirée, c'est pas le but. Mais il faut admettre quand même qu'il y a un truc qui s'est créé entre ces gars-là que personne ne voyait aujourd'hui à ce niveau-là. Et mentalement, il y a des mecs comme Giroud, des mecs comme Griezmann, des mecs comme Varane qui sont hyper costauds dans la tête. Parce que le match Chouameni aussi. Oui, le match contre l'Angleterre, il fallait le chercher. Il fallait aller le chercher, ce match-là. C'est là où ils sont forts, je trouve. Je pense que c'est au mental qu'ils l'ont eu. Je trouve que là où les Français sont très forts, c'est que dans les temps faibles, ils prennent pas de but. Et ça fait la différence. Ils ont eu des temps faibles contre le Maroc, contre l'Angleterre et même contre la Pologne, où il y a un moment où mon collègue de la radio il me dit ils vont prendre un but avant la mi-temps, c'est horrible, on va se faire éliminer. Giroud il marque finalement dans un temps faible. Donc c'est pas forcément le meilleur qui gagne. On l'a déjà vu au début de Coupe du Monde, c'est plus efficace souvent. Moi je crois. Alors parce que celui-là dit t'as parlé d'intelligence de Deschamps. Désolé, j'ai envie de dire l'intelligence des joueurs en fait. En fait, c'est pas mal. Ce que propose Deschamps, les gars l'appliquent. Et je ne sais pas si, je sais pas. Moi, finalement, je revois ma position. Moi, je trouve que Mbappé joue de manière très intelligente. Parce que il me fait un peu le Maradona en Italie, je crois. C'est-à-dire que comme forcément il est super observé, mais il joue de manière à servir ou à libérer les autres. Et ça, c'est un choix. C'est pareil, il fait pas ça parce que genre il a fini à faire un dribble et puis il passe le ballon parce qu'il peut plus rien faire. Non, il le fait intelligemment sous le but de. Et j'ai envie de le dire, un peu comme on dit. Quand j'ai vu le changement, j'ai vu Colomani rentrer, j'ai dit il manque celui-là. J'ai dit, il va marquer. Mais même pas 30 secondes après. 44. Je me suis dit, il va marquer. J'ai dit, comme Deschamps, ce gars-là va marquer. Il va marquer, il marque. Et puis Mbappé, il fait ses dribbles, là. Et sur le premier but, c'est pareil. Il fait ses dribbles, hop. Ça ricoche en jouant. Pareil, quand on parle d'intelligence, quand tu dis c'est facile, mais quand on dit à Griezmann qui jouait presque à l'époque, presque 8, 9, 10, on te dit, il joue 4, 6. Il le fait avec maestria, c'est que le gars il est intelligent. Ah, c'est du génie. La fixation d'Embélé sur le but de Tchouaméni, c'est juste à montrer à l'école de football. Donc il y a vraiment l'intelligence des joueurs. Moi je salue aussi l'intelligence des joueurs. Oui, qui appliquent. Je veux dire, ça revient à ce que Deschamps apporte, mais pour moi les joueurs sont très 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 intelligents. Giroud aussi. Rien à dire. Moi franchement, même Koundé qui est un peu juste. Il est un peu sur son côté parce qu'il est offensif, ce gars qui est offensif, c'est un défenseur qui est à latéral offensif, donc il le paye aussi. Guillaume l'a dit, Mbappé c'est celui qui court le moins de tous les joueurs de toutes les équipes. De très loin. Donc, et par contre les autres dépassent plusieurs fois leur fonction. C'est ça. Même pas de Griezmann. Mais il mouille le maillot, comme on dit, ce qu'on a reproché à certains, comme Pavard, par exemple, qui lui, avait du mal à... Koundé, il y va. C'est lui qui nous sauve le but à la fin. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que ces joueurs-là sont prêts à donner leur peau
pour l'entraîneur, parce que l'entraîneur a su les motiver et a su créer un groupe. On a entendu dire dernièrement qu'effectivement, que ce soit en 2010 et même en 2018, il y avait des petits problèmes entre certains joueurs, des clans qui s'étaient formés. Et c'est vrai que là, on a vraiment l'impression que c'est complètement homogène. Tu te souviens de ce qu'on disait juste avant les premiers matchs de l'équipe de France? Il y avait il y avait le problème avec le clan Pogba, il y avait des problèmes à la fédération. On disait que le départ de Benzema, ça avait rendu l'équipe. Et tout ça, on a déjà oublié. Hein. Ah ouais. J'ai l'impression que c'était il y a 3 siècles. Hein. Et vous avez vu l'entrée de Marcus Thuram? Ah oui, qu'est-ce qu'il nous fait? J'ai adoré. C'est lui qui nous. J'ai adoré, franchement. Attends. mais même contre l'Angleterre. Contre l'Angleterre, c'est lui qui amène Il se trouve pas le ballon. Il fait une très très bonne entrée. Il propose tellement que les gars ne peuvent pas attaquer. Très bonne entrée. Non, en plus, je sais pas si vous avez vu des petites vidéos à côté, très très bon état d'esprit. En plus, Marcus Thuram, vraiment bien avec le groupe. Oui, super. Un super gars, même. Eh bien, messieurs, le rendez-vous, c'est dimanche à 11h, on l'a dit, donc pour cette grande finale entre la France et l'Argentine. Et une finale, vous avez parlé de Marcus Thuram, au cours de laquelle Lilian Thuram sera là. Il va assister à cette finale. Il aura peut-être la chance de voir, c'est rare, messieurs, c'est très rare pour être souligné, mais un Guadeloupéen qui est en passe de voir son fils être comme lui, champion du monde. Incroyable. Je ne suis pas sûr que ça soit déjà arrivé dans un autre pays. Merci, messieurs, d'avoir débriefé avec nous, avec moi, cette demi-finale de la Coupe du Monde et puis de se projeter sur la finale. On se retrouvera du coup à la rentrée, messieurs, l'année prochaine, en 2023. C'est loin. Pour parler de foot, encore une fois, et on parlera de Ligue 1. Cette fois, merci Pascal Bon, merci Patrice Basile et merci à Guillaume Michaud. Messieurs, bon match. Et puis, on dira que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Que les meilleurs gagnent. Vive le foot.